C'était Mediatrap avec Michel Pimpan et toute son équipe. Alors, Hélène Salvi, tu suis la droite et notamment tout ce feuilleton de la primaire à Mediapart. Bon courage, bravo, formidable. Et avec Lucie Delaporte. question toute simple, avec Lucie Delaporte, qui vous faites tandem toutes les deux. Question toute simple. Donc Sarkozy est bon troisième. Il est sorti de la primaire de la droite. C'est Mediapart qui l'a fait tomber ? Alors, ce serait peut-être un peu présomptueux de le présenter comme ça. Ce qui est sûr, c'est que les affaires, mais on y reviendra avec Fabrice, ont joué dans ce scrutin. Ce qui est assez étonnant, c'est que depuis des années, on répète que les affaires ne font pas l'issue d'une élection. Quand on voit Patrick Balkany réélu depuis des années à Levallois, et quand on voit 1000 exemples d'hommes politiques soit condamnés, soit mis en examen dans des dossiers politico-financiers, par exemple, être constamment dans le paysage politique, on s'est toujours dit finalement, ça n'avait rien de politique. En tout cas, que ça n'avait aucune conséquence politique. Or, cette fois-ci, il est assez clair que l'accumulation des affaires et cette espèce de bruit de casserole qu'on entend derrière Nicolas Sarkozy depuis des années a lassé l'électorat. L'électorat de gauche, c'est assez flagrant, parce qu'on a vu que pendant cette primaire, en tout cas au premier tour, il s'est mobilisé visiblement assez fortement. Donc la fourchette va entre 10 et 15%. Mais clairement, il y a un électorat... 10 et 15% des 4 millions de votants. Des 4,2 millions ou 3 millions de votants qui se sont déplacés dimanche dernier. Donc il y a eu effectivement un effet anti-sarkozysme de gauche que Nicolas Sarkozy, par ailleurs, prévoyait. Il n'y avait enfin, il savait depuis 2012 que l'anti-sarkozysme existait, que des gens se mobiliseraient pour Alain Juppé. Voter pour sortir Sarkozy. Pour voter pour sortir Sarkozy et a priori voter Juppé parce que c'était l'option la plus simple pour l'électorat de gauche. Or, ce que Nicolas Sarkozy n'avait pas anticipé, c'est l'anti-sarkozysme de droite. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant et ça dit énormément de choses de la bulle dans laquelle il est resté pendant des années et dans laquelle son entourage même l'a laissé voguer comme ça un petit peu dans les nuages, quoi, parce que finalement cet électorat de droite qui avait voté Nicolas Sarkozy en 2007, qui avait sans doute voté Nicolas Sarkozy en 2012, ben là, il ne s'est pas présenté, en fait. Or, si on exclut le noyau dur de militants qui sont des fans, hein, concrètement, il faut les voir en meeting, ils hurlent Nicolas, enfin, c'est Johnny Hallyday à côté, c'est de la mousse. Or, ce noyau dur, il y a un vrai électorat de droite, des droites profondes, issues de beaucoup d'histoires. Ils voulaient une droite propre. Dans leur idée. Je dis ça parce que le vote Fillon qui distance très fortement Juppé, on se rappelle quand même que celui qui a juste envoyé un missile sur cette question-là, on l'oublie, c'est Fillon. C'est lui qui dit à un moment, tout simplement, on n'imagine pas le général de Gaulle mis en examen. Et qui rappelle à l'inconscient des électeurs, il y a un candidat qui est 2 fois mis en examen, ce que les journalistes ne rappelaient pas. Alors, et un autre condamné. Ouais. Et un autre condamné, ça, le chiracisme et tout ça, ça a pesé sur Juppé. Alors, Fillon, il a fait cette sortie fin août, effectivement, pendant sa rentrée politique, qui a beaucoup marqué les esprits, et d'ailleurs, dont Nicolas Sarkozy a pensé au départ qu'il pourrait tirer profit, parce que les gens qui l'ont attaqué sur les affaires au sein de sa famille politique ont toujours passer pour des diviseurs, c'est-à-dire les militants, ça leur plaît pas. On s'acharne encore sur Nicolas Sarkozy et en plus au sein de sa propre famille politique, ça plaît pas. Or là, on s'est rendu compte que non seulement ça fonctionnait bien, mais que en fait la mobilisation était telle que les 7 candidats à l'époque au premier tour, s'adressaient pas au noyau dur militant des Républicains, LR, mais ils s'adressaient bien à toute cette droite profonde qu'on a vue. Qu'on a vu notamment pendant les cortèges de la Manif pour tous, qui explique en partie le score écrasant de François Fillon, mais en fait qui est une droite malgré tout bien éduquée, dans le sens qu'elle n'aime pas le côté affairiste, bling-bling, le côté double ration de frites, je vais vous parler de l'islam en vous disant quand même le jambon...
c'est pas grave, on appellera les parents un mois avant pour les prévenir. Ça, en fait, c'est une forme de vulgarité que cette droite-là n'aime pas et dont elle ne voulait plus. Donc c'est aussi un vote de classe contre une vulgarité vue comme une façon de parler aux classes populaires. Oui, c'est Est-ce qu'on pourrait dire ça? Mais en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que quand on regarde les résultats département par département, François Fillon a capté toutes les voix de toutes les droites. C'est-à-dire qu'il a capté cette droite-là, disons par raccourci catholique, propre, qui veut une droite réactionnaire, franchement conservatrice, mais enfin une droite, quoi. C'est-à-dire ce qu'incarne clairement François Fillon. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que si on fait des focus, par exemple, dans le département des Hauts-de-Seine, qui est quand même l'ancien fief de Nicolas Sarkozy. Où il fait 14%, c'est ça? Il fait 14,9%. Ce qui est dingue, en fait, quand on imagine, il a été des années durant maire de Neuilly. C'est vraiment son laboratoire. Ouais. C'est-à-dire les réseaux Pasqua, les réseaux affairistes, enfin tout ça. Il a grandi là-dedans. Il y était encore il y a 2 semaines et Mediapart y était. C'était assez étonnant parce qu'ils étaient très contents. Il y avait 900 personnes dans la salle. Mais dès qu'on interrogeait les militants, en fait, on se rendait compte que ça venait de tous les Hauts-de-Seine. Il y avait de Courbevoie. C'est-à-dire que dans sa propre ville, à Neuilly, il n'a pas été capable de réunir 900 personnes, ce qui paraît un peu dingue. Et par ailleurs, juste pour terminer, cette droite identitaire, qu'on appelle communément comme ça, qui voulait capter, et notamment qui est présente dans le bassin méditerranéen, dans toute la région PACA, où il y a cette sorte d'électorat un peu poreux entre LR et l'UFN, enfin qui oscille un peu entre les deux formations politiques, même cet électorat-là, Nicolas Sarkozy n'a pas réussi à le mobiliser. Soit il est allé vers François Fillon, soit il ne s'est pas déplacé. Ça veut dire qu'en 10 années de vie politique, Nicolas Sarkozy a quand même réussi à faire fuir un nombre incalculable d'électeurs vers le Front National. Et c'est ce que prouve aussi ce premier tour. Alors, de toute façon, on va revenir dans une semaine sur tout ça, puisque le prochain grand débat de Mediapart, mercredi prochain, sera après le second tour de la primaire de droite. Et là, on va, avec Fabrice, revisiter tout cela et revisiter, avec toi aussi, est-ce que ce n'est pas la chute d'un clan présidentiel au cœur de la République? Mais avant ça, on va voir comment, les peu de fois où la question a été posée à Nicolas Sarkozy, comment il y a répondu, c'est-à-dire aucunement. Alors pour vous, c'est quoi cette lettre? Mais c'est un montage, c'est une infamie, c'est un montage. Un montage de Quand qui? vous pensez... Oh, bah, d'abord, Mediapart est coutumier de mensonges. Et deuxièmement, vous attachez du crédit à l'entourage de M. Kadhafi. Madame, d'accord, Patrice, il y a cette lettre qui est brandie comme une preuve par Mediapart. Non, mais je vous demande juste de nous éclairer dessus. Mediapart, c'est quoi? C'est une officine. Vous le savez très bien. Au service de qui? De la gauche. Ce document est un faux, grossier. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Tout simplement parce que les 2 personnes en Libye qui étaient censées avoir envoyé ce document et le recevoir l'ont démenti. Tout le monde le sait. Alors Mediapart dit qu'ils ne sont pas crédibles. Pardon, ce qui n'est pas crédible, c'est Mediapart. Vous croyez vraiment qu'avec ce que j'ai fait à M. Kadhafi, il m'a fait un virement? Pourquoi pas un chèque endossé? C'est grotesque. D'ailleurs, nous déposerons plainte contre Mediapart. J'ai été écouté, je le suis peut-être encore. Dans notre démocratie, dans les conversations les plus intimes avec ma famille, pour savoir s'il y a 7 ans, M. Kadhafi n'avait pas financé ma campagne, sur la base d'infos grossiers, qu'il y a une personne qui se présente comme journaliste et dont je ne cite même pas le nom, va de plateau en plateau pour se faire de la publicité sur un faux grossier. Ça s'appelle un état de droit? Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007, comme l'a affirmé l'intermédiaire Ziad Takieddine, alors pas seulement dans les médias, mais à la justice française hier aussi? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Alors Fabrice, nous sommes sur une télé d'intérêt public, Mediapart, et nous faisons dignement notre travail. Est-ce que tu pourrais, dans le peu de temps qui nous est imparti, redire comment ce puzzle est presque au complet maintenant, avec la dernière pièce qu'avec Karl Lasque vous avez posée aujourd'hui et que l'on peut lire sur Mediapart?
Oui, alors on ne va pas se mentir. On peut dire que l'affaire dite des financements libyens ou affaire Kadhafi peut être regardée, je crois, tranquillement aujourd'hui comme probablement la plus grave affaire que la Ve République, si ce n'est plus, ait connue. Une démocratie corrompue, c'est le soupçon judiciaire, par une dictature. Après l'argent, le sang, la guerre, la déstabilisation d'une région entière, un système de prévarication qui touche au-delà même du président ses proches. Monsieur Guéant est mis en examen dans ce dossier. C'est une enquête qu'on a commencé à documenter à Mediapart en juillet 2011. Donc ça va faire 5 ans. On a publié des dizaines d'articles dessus et comme un puzzle, on pose petit à petit des pièces. Il y a un dossier, il faut le dire, hein, si vous vous abonnez à Mediapart, c'est l'occasion de le dire, hein, 1 euro pour essayer Mediapart, vous avez tous les articles du puzzle et vous pouvez tous les consulter depuis... Reprends, pardon. Non, bien sûr. L'argent libyen de Sarkozy, ça s'appelle. Cette histoire, en réalité, naît comme dans une poupée russe à l'origine de l'affaire Karachi et de milliers de documents que nous récupérons qui avaient appartenu à l'intermédiaire Ziad Takieddine, dans bien des connu ventes d'armes, aujourd'hui, intermédiaire connu dans des marchés d'armement, mis en examen dans la dite affaire Karachi qui porte sur des ventes d'armes et des détournements d'argent sur les marchés internationaux du gouvernement Balladur, auquel a appartenu M. Sarkozy. Et on a découvert, en compulsant ces documents, une histoire non officielle des relations franco-libyennes, de la France de M. Sarkozy dès 2005, quand il était ministre de l'Intérieur, et de la Libye du dictateur Mouammar Kadhafi, très éloigné de l'espèce de storytelling qu'on nous racontait. On découvrait des compromissions diplomatiques, des compromissions économiques, des compromissions financières également liées à des éventuels financements illégaux de campagne. Aujourd'hui, d'un point de vue judiciaire, puisque depuis avril 2013, 1, puis 2, puis maintenant 3 juges d'instruction sont saisis du dossier pour corruption. À partir de nos informations. À partir notamment de nos révélations, absolument. Nous avons un début de faisceau, de présomption, de témoignages concordants, de documents qui viennent démontrer la réalité de ce que nous racontons depuis 5 ans. Je vais le dire très rapidement. Nous avons celui qui a porté les valises et les a remis, dit-il, en main propre. C'est une expression, en main propre, à Nicolas Sarkozy et Claude Guéant, ministère de l'Intérieur en 2006 et 2007, Ziad Takieddine, qui s'auto-incrimine, d'abord devant les caméras de Mediapart et de l'agence Première Ligne, puis sur procès-verbal à la police devant laquelle il a tout confirmé, qui se met en cause judiciairement pour avoir fait ça. Celui qui lui a donné l'argent en Libye pour que tout ça soit acheminé en France, Abdallah Senoussi, grande figure du régime libyen, ancien patron des services secrets, ancien beau-frère de Mouammar Kadhafi, qui lui aussi, sur PV, dès 2012, mais le procès-verbal est resté secret pendant 4 ans dans les armoires de la Cour pénale internationale, avait donné le même récit, les mêmes montants, 5 millions d'euros, les mêmes protagonistes, M. Sarkozy, M. Guéant, les mêmes dates, 2006-2007, le même intermédiaire, Ziad Takieddine. Donc lui aussi avoue. Et nous avons révélé par ailleurs un document. On connaît la musique, où sont les preuves, les documents. Il y en a au moins un dans cette histoire. C'est le carnet manuscrit rédigé dès 2007, c'est-à-dire 4 ans avant la guerre, 4 ans avant la chute du régime, alors que c'est le paroxysme de la lune de miel entre Sarkozy et Kadhafi. L'ancien Premier ministre libyen, qui est alors ministre du pétrole, Choukri Ghanem, note dans un carnet, à la main, les versements. Pour qui, M. Sarkozy, venant de qui? Abdallah Senoussi. Donc on a celui qui apporte, on a celui qui donne, et on a le témoin qui dit « ça s'est bien passé ». Absolument, et qui consigne, et celui qui supervise. Bon, ce témoin, on ne peut plus l'interroger aujourd'hui. Il est décédé, il a été retrouvé noyé dans le Danube, à Vienne, en Autriche, où il s'était réfugié après la guerre. Il se trouve qu'il est mort le 29 avril 2012, c'est-à-dire le lendemain de la publication de ce que M. Sarkozy appelle un faux grossier. La justice lui a donné tort, et a donné raison à Mediapart dans ce dossier. Voilà, il n'est plus. C'est le document, c'est l'engagement, la promesse de financer à hauteur de 50 millions d'euros de la part de la dictature libyenne. Absolument. Et aujourd'hui, aujourd'hui, dans l'histoire de la corruption, et même d'un point de vue pénal, dans un pacte de corruption, il faut qu'il y ait la rencontre d'un intérêt et d'un besoin. Il faut qu'il y ait un geste qui aille dans un sens et la contrepartie. Autrement, c'est un cadeau. Autrement, c'est un cadeau. Qui peut être un délit. Quel est l'intérêt de Mouammar Kadhafi? Après tout, c'est une question
de bon sens qui hantent le dossier depuis des années. Quel était l'intérêt de M. Kadhafi de faire cela? Alors, il peut être très divers. Ça peut être de se voir offrir par la France ce qu'elle a fait, du nucléaire, de l'énergie nucléaire, ce que Nicolas Sarkozy a fait dès le mois de mai 2007, sitôt élu. Ça peut être lui offrir l'immense notabilité internationale dont il rêvait. Vous vous rendez compte, le pays de la Déclaration des droits de l'homme qui lui déroule le tapis rouge, comme on l'a fait en décembre 2007. Mais ça peut être autre chose. Et c'est ce que nous documentons. Et nous publions aujourd'hui 4 documents qui, de manière, je crois, incontestable, viennent prouver cette histoire. C'est que M. Senoussi, celui qui donne l'argent, avait un vœu. Et le régime avec lui avait un intérêt à agir. Un intérêt personnel. Cet homme, chef des services secrets libyens, a été condamné en 1999. C'est là où l'affaire prend une dimension absolument détestable. Tragique. Cet homme a été condamné en 1999 pour avoir été le commanditaire et l'organisateur de l'attentat du DC-10 UTA. C'est un avion qu'on a fait sauter au-dessus du désert du Ténéré en 1989. Un avion civil, des familles. Absolument. Attentat, à l'époque, la Libye est un État terroriste, considéré comme tel par la communauté internationale, à juste titre, 170 morts. Et il est condamné. Il est condamné par contumace, c'est-à-dire en son absence devant le tribunal. Évidemment, il ne s'est pas présenté. Condamné par contumace, ça veut dire qu'il y a un mandat d'arrêt international qui est émis contre vous sitôt le verdict rendu. Donc il ne peut plus bouger. Il est comme en prison dans son pays. Absolument. Il ne peut pas venir en France. Or, M. Senoussi est très malade. Un cancer, ce qui est vrai, et il veut venir se faire notamment soigner en France. Et il veut que cette infamie judiciaire qui porte sur lui et sur le régime Kadhafi qui veut se notabiliser tombe. Et il y a une demande qui est formulée par M. Senoussi à la France de M. Sarkozy. C'est de se débrouiller pour faire tomber le mandat d'arrêt, pour le laver judiciairement de cet affront. Que va faire la France? L'état de droit dont parle M. Sarkozy. Ils vont tout faire pour le mettre hors de cause. En tout cas, pour lui sauver la mise judiciairement. Rapidement. Quatre éléments viennent le démontrer. M. Senoussi choisit comme avocat pour cela en novembre 2005, c'est-à-dire un mois après la première visite de Sarkozy en Libye, Thierry Herzog, l'avocat personnel. L'indéfectible avocat de Nicolas Sarkozy. À ce point ami qu'il est mis en examen pour corruption avec Nicolas Sarkozy dans une autre affaire, dans la fameuse affaire Bismuth, là où ils agissaient un peu comme C'est même lui qui a inventé Bismuth. Comme des dealers de The Wire. Oui, c'est un copain de lycée de Thierry Herzog, Paul Bismuth. Voilà. Deuxième document, un document qui émane de la documentation personnelle de Ziad Takieddine, une note qui montre qu'il y a eu des consultations juridiques pour voir comment on pouvait trouver une faille pour faire tomber le mandat d'arrêt. Troisième document, un fax qui date de 2008, qui est une lettre envoyée par une avocate célèbre libyenne, Azam Agour, à Thierry Herzog pour voir comment on pouvait, encore une fois, trouver des failles dans ce dossier. Contourner une décision de justice définitive. Qui est une décision de justice définitive par un tribunal souverain. Et n'oublions pas la mémoire des victimes dans cette histoire. Quatrième document, qui est en quelque sorte le smoking gun de cette histoire, c'est une note de Ziad Takieddine, encore une fois, qui est un compte-rendu d'une réunion qui a eu lieu le 16 mai 2009, en présence d'un certain CG, Claude Guéant. Ils ont parlé des conclusions de Thierry Herzog sur le dossier, et il est décidé de demander au procureur général de Paris de mettre côté, c'est l'expression, de mettre de côté le mandat d'arrêt. Bon, aujourd'hui, si on fait le point, nous avons le circuit de l'argent, ceux qui l'ont envoyé, ceux qui l'ont transporté et remis, qui avouent et qui s'auto-accusent. Alors on nous dit, mais quelles sont les preuves? Bon, tout est là. Quelle est la preuve d'une remise en espèces? Un selfie de Nicolas Sarkozy avec Ziad Takieddine. Ne nous acharnons pas, il n'y a plus que les... ministère de l'Intérieur. Bon. Et nous avons la contrepartie qui est d'avoir tenté d'offrir un blanchiment judiciaire aux corrupteurs. Fabrice, comme la montre tourne, juste ne nous acharnons pas sur ceux qui ne veulent pas écouter et voir. Nos auditeurs, ils voient bien et nos lecteurs voient bien. Mais une question toute simple, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a des policiers, il y a des juges. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que nous, on fait notre boulot. Mais eux, là, on n'entend rien. Non, mais de fait, tu peux nous en dire plus? Mais il y a un temps judiciaire. Il faut bien comprendre que on a le souci de la lutte contre la corruption en façade en France. Nous n'en avons aucunement les moyens. Bon. Mais ils vont agir. Là. Évidemment qu'ils vont agir. Le jour même des aveux, des confidences de Ziad Takieddine, la police est allée le chercher pour l'interroger pendant 3 jours, pour qu'il confirme. Et c'est ce qu'il a fait sur PV. Suite probable. Mise en examen de Takieddine. Logique. En tout cas, il y a une science, et d'ailleurs, ce n'est pas une science qui est inexacte, c'est la justice. Mais on ne voit pas comment quelqu'un qui s'auto-accuse de cela ne puisse pas être l'objet de conséquences judiciaires. Et étape suivante,
on s'occupe... si quelqu'un est mis en examen pour avoir remis de l'argent, on va peut-être que demander aux quelqu'un autres. qui est censé l'avoir reçu pourrait avoir des ennuis. On va demander aux autres. Alors ce quelqu'un, il s'appelle Sarkozy et sa bande et son clan et son groupe. Et il a décidé de soutenir François Fillon, qui sera peut-être le vainqueur dimanche soir et qui sera peut-être le futur président de la République. 2 questions, Hélène, toutes simples. Qu'est-ce qu'ils ont dealé? Qu'est-ce qu'ils ont dealé? Parce qu'il a la justice, et quand même, il faut être franc, quoi. Ça chauffe pour lui. Donc, je rappelle juste qu'il a été son Premier ministre, qu'il n'a pas démissionné quand Kadhafi est venu, qu'il était là pendant la guerre, etc. Bon, ils ont des secrets. Et par ailleurs, tu as retrouvé, tu me l'as donné, ce que, curieusement, M. Fillon a prévu sur les juges. Il faut répondre à l'exigence de maintien d'un lien organique du parquet, de ceux qui contrôlent toutes ces enquêtes, avec le pouvoir exécutif. Et il faut réaffirmer l'unité du corps judiciaire, soumettre le parquet à l'autorité hiérarchique. Donc, M. Fillon, il s'apprête à écraser tout ça ? Bon, alors, effectivement, le soutien de Nicolas Sarkozy à François Fillon peut paraître un peu étonnant, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'ils se détestent, clairement. Donc, c'est une raison assez valable pour ne pas soutenir quelqu'un, mais a priori pas en politique. La seconde raison, c'est que François Fillon, et il faut s'en souvenir, il y a quelques mois, a eu quelques problèmes avec la justice lui-même. Il s'est retrouvé devant le tribunal parce qu'il avait fait une procédure en diffamation contre Jean-Pierre Jouyet, le secrétaire général de l'Élysée, et 2 journalistes du Monde qui avaient révélé que lors d'un déjeuner, François Fillon aurait demandé à Jouyet de taper sur Nicolas Sarkozy pour accélérer les procédures judiciaires. Ce que je demandais à Fabrice, qu'est-ce qu'ils font les flics et lui, la justice, lui, il disait au secrétaire général de l'Élysée. Moi, je pose une question de journaliste. Lui, il manœuvrait peut-être derrière. Visiblement, c'est ce que Jean-Pierre Jouyet a raconté aux 2 journalistes du Monde. Et par ailleurs, contrairement à ce que répète François Fillon depuis plusieurs semaines, les journalistes du Monde en question et Jean-Pierre Jouyet ont été relaxés dans cette affaire. Donc la diffamation n'a pas été prouvée. Donc on peut, au regard de toutes ces histoires, se dire qu'il y a quelque chose d'un peu étonnant à ce que l'ancien président finisse par soutenir celui quand même qu'il qualifiait de collaborateur et qu'il voulait voir à terre et sans oxygène. Donc on est quand même dans un niveau de détestation assez crasse. Pour autant, François Fillon a besoin évidemment de Nicolas Sarkozy, a besoin des sarkozystes, a besoin du noyau dur militant derrière lui pour l'emporter dimanche. Et il ne pouvait pas aller contre ça. Maintenant, à savoir, est-ce que lui, vainqueur de la primaire, lui, futur président de la République, on ne sait pas, il y a encore quand même des mois de conditionnel. Rien ne va se passer comme prévu, c'est la règle ici. Qu'est-ce qu'il fera par rapport aux ennuis judiciaires de Nicolas Sarkozy? Sincèrement, c'est un secret des dieux. On sait que du côté des équipes d'Alain Juppé, il y a eu quelques confidentiels là, ces derniers jours où on disait mais est-ce que ce ne serait pas un accord secret un peu à la Medvedev et Poutine à l'époque? Est-ce qu'ils n'ont pas dealé des choses? Aujourd'hui, clairement, personne n'en sait rien. D'autant que l'enquête, il faut le dire, aujourd'hui est entre les mains de juges d'instruction qui sont, et il faut s'en féliciter, statutairement indépendants, contrairement aux procureurs de la République qui sont soumis au pouvoir hiérarchique qui se trouve en contradiction avec l'esprit des lois de Montesquieu. Le pouvoir doit arrêter le pouvoir, sont soumis au pouvoir exécutif. À la différence, comme on le rappelle toujours ici, du parquet italien qui, lui, est indépendant. Enfin, lesquels juges, justement, Nicolas Sarkozy ne voulait plus voir et auxquels il voulait mettre fin, alors que François Fillon, pour l'instant, ce n'est pas dans son programme. Je pense que la marge de la vérité est un peu trop avancée, on verra. Peut-être que c'est mon sombre optimisme qui fait dire ça, pour que cette histoire, comme d'autres, l'affaire Big Malion, l'affaire Bismuth, qui fait qu'aujourd'hui, je crois qu'un jour, les historiens regarderont le sarkozysme posément comme une histoire qui n'avait rien à voir avec la politique, mais tout à voir avec des pratiques qui ne sont pas tellement éloignées de pratiques mafieuses. Oui, il faut les nommer. Moi, je l'assume. Voilà. C'est la définition de comment on s'organise pour faire des choses illégales à l'abri d'un pouvoir que l'on détient. 33, on l'a raconté, 33 proches de Nicolas Sarkozy. Pas n'importe qui, des ministres, des conseillers, des chefs des services secrets, des anciens secrétaires généraux de l'Élysée, des avocats, des policiers sont mis en examen dans des affaires politico-financières aujourd'hui. 33. Donc c'est pas l'histoire d'un homme, c'est pas une question droite-gauche, c'est une question de système. Et c'est pas que la gauche ne serait pas plus morale.
Le patron du parti majoritaire, M. Cambadélis, a été condamné 2 fois. Le ministre du budget socialiste était un fraudeur fiscal. Donc là, on se rit beaucoup des autres, des Grecs, des Italiens, des Africains. La France devrait ne pas se consoler en se moquant des autres et se regarder pour une fois dans le miroir de la corruption, et on n'est pas très joli à voir. C'est une affaire exemplaire. Elle n'a pas d'équivalent dans l'histoire de la Ve République à ce niveau-là. Et donc, on attend des suites exemplaires. Par ailleurs, il faut quand même le dire, les suites, il y en a déjà sur Mediapart, car vous n'avez pas dit votre dernier mot aujourd'hui. Il y a d'autres choses. Ah, mais bien sûr, il y a toujours, mais... Voilà. À venir. On ne répond que de ce qu'on écrit, pas de ce qu'on va écrire. Et c'est de mon fait, volontairement, on a débordé, parce que je pense que c'est une histoire importante. Il faut vraiment secouer. Et n'hésitez pas à appeler les autres rédactions qui n'en parlent pas suffisamment. Hein. Après tout, les médias participatifs, c'est partout. C'est à la radio, c'est à la télé. Au fait, pourquoi cette nouvelle qui devrait être partout David.pujadas@francetv. Bon, non, vous pouvez en trouver plein d'autres. Voilà, c'est d'intérêt public. C'est d'intérêt public. Nous allons donc passer la main au grand débat, les prisons, peine perdue, ce débat que j'ai présenté tout à l'heure et que vous présenteront mieux Mathilde Goannec et Michael Achdenberg qui l'ont conçu avec l'Observatoire international des prisons, sa section française. Mais en transition, oh non, ça n'a aucun rapport. Mais c'est la deuxième chronique de Osons causer. Et ils se demandent pourquoi les politiques ils vont jamais en prison. Non, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on vient de dire. Mais écoutez l'équipe de Xavier, Stéphane et Ludo, Osons causer, numéro 2, et après...